présentation, très bon résumé. Moi, j'aimerais ouvrir la conversation maintenant. Vous vous êtes écoutés, vous avez entendu vos points de vue. Il y en a qui semblent avoir des points de vue semblables, d'autres sont un peu différents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer et de réagir ou de répondre à certaines des choses qui ont été dites par certains de nos collègues? Oui, on peut utiliser la main levée ou je vais suivre. Donc, l'icône, là, et voilà. Donc, Chris, allez-y, Chris. Donc, merci tout le monde pour ces différentes expressions. Il y a eu différents points de vue, mais je pense qu'on opère quand même à l'intérieur de... Et il y aurait pu avoir encore plus de points de vue, ça aurait été encore mieux. Mais je veux juste poser la question à Jim. Euh, Quand vous parliez de différents cas dernièrement, là, la façon à laquelle, évidemment, la liberté académique peut être utilisée pour combattre pour ceux que l'EDI combattrait pour eux, hein. Alors, ça peut être des cas comme à l'Université de Toronto et tu as mentionné d'autres cas aussi. Une des choses que j'ai remarqué, moi, en devenant intéressé dans les dernières années à ce sujet, et je sais qu'on a fait un sondage à la faculté l'année passée, c'est que pour certains genres de personnes, ils refusent presque de penser qu'il y avait un problème avec la liberté académique et qu'ils disaient, mais il y a des vrais dossiers comme à l'Université de Toronto. Mais dans d'autres cas, ils vont dire comme Francis Whittleson et d'autres cas où les gens la liberté académique est complètement réduite au silence parce qu'ils prennent plus des points politiquement là, qui ne sont pas vraiment du côté progressif. Mais ça, c'est légitime, ce n'est pas un gros problème. Alors, que pensiez-vous à cela par rapport au fait que moi, je vois comme un peu un genre de manque, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans les universités. C'est bizarre et on dirait que c'est volontaire. Je ne sais pas si c'est faire exprès pour ne rien voir. Donc, si on regarde l'histoire de la liberté de discussion, c'est un concept que presque tout le monde adhère jusqu'à temps qu'ils ont des expressions qu'ils n'aiment pas. Et ensuite, ils vont dire, ah, ben non, non, ça ne s'applique pas dans ce cas. Donc, la liberté académique, il y a beaucoup de champions de la liberté académique qui vont dire, oui, ben si c'est des gens qui ont des idées comme moi et qu'ils sont déviés, bon, ils doivent utiliser leur liberté académique. Mais quand c'est des gens que je n'aime pas ou leur vue, je ne trouve pas bonne, alors ça, ce n'est pas un enjeu de liberté académique. Alors, quoi d'autre serait un bon exemple là? Et il y en a beaucoup d'autres. Mais historiquement, la défense du marxisme a eu la liberté académique violée. On a eu de grosses difficultés à être défendu dans les années 40, 50, 60, hein, la période MacArthur. Donc, maintenant, c'est les gens de la droite que les vues sont attaquées ou pas défendues. Donc, la nature de la liberté académique et le vrai enjeu, c'est qu'est-ce qui limite la liberté académique? Et les limites à la liberté académique sont, sont vagues, dans le sens que on reconnaît hein, toutes sortes de limites. On reconnaît que si on est six qui enseignent à différentes sections de cours de première année, on est d'accord avec on va utiliser un même livre de texte. Est-ce que je suis obligé d'utiliser ce livre de texte? Donc, où les décisions sont données d'une façon administrative, alors, bon, on reconnaît là, le côté collégial, pas académique, les limites, disons. Si je suis un biologiste et dans les vacances d'été, là, je deviens un chrétien né de nouveau et je veux créer le créationnisme dans ma première année de science, eh bien, je n'ai pas la liberté académique pour faire cela. Ou si je suis astronome, que je peux enseigner l'astrologie comme la science astronomique dans mon cours d'astronomie. Donc, il y a des limites disciplinaires, qu'est-ce qui est protégé par la liberté académique, mais ça doit quand même être compris d'une façon non rigide, sinon ça devient inapproprié en position. Donc, c'est d'une longue façon pour dire que on conteste toujours quelles sont les limites. Moi, je suggère que la position par défaut devrait être plus inclusive et de protéger tant qu'il y a une preuve que quelqu'un vraiment prend son travail d'une façon sérieuse. Donc, ils ont le droit de poursuivre, même si c'est très drôlement impopulaire. Et notre habilité
de défendre. Hein. C'est comme les dossiers que j'ai dit, là, et que la plupart des gens, là, évidemment, seraient d'accord, mais ça veut aussi dire défendre les gens qui on trouve odieux. Mais je ne peux pas répondre à ta question plus spécifiquement que cela, plutôt que d'une façon générale de dire la liberté académique, ça s'applique aux gens que je suis d'accord, mais pas par les gens que je ne suis pas d'accord. Donc, ça, c'est faux. Euh, 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 moi, je suis d'accord avec toi d'une façon générale, là. Mais mon dilemme, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de menaces qui entrent dans l'université là, pour la liberté, et même de nos collègues et des étudiants. Euh, et c'est comme l'orientation politique de l'université là, est tellement euh, particulière que la population générale. Donc, il y a plus de chances que certaines personnes vont être ciblées et certaines personnes vont considérer ça comme bon, ben, il n'y a pas de problème. Ce sont des gens qui sont odieux et sont définis comme odieux quand je parle là, de nouvelles blessures et être blessé. Donc, ça représente un peu un nouveau genre de problème parce que ça ne vient pas du sommet vers le bas. Ce n'est pas les gestionnaires, mais c'est les collègues et les étudiants. Jim, je vais donner une minute et après ça, on va aller Hélène et Julius. Julius, il y a un petit bouton, là, une fonction là, sur l'ordinateur. Il y a la main levée sur l'ordinateur. Alors, les menaces à la liberté académique, ce n'est pas nouveau, qui viennent de l'intérieur. On pense, hein, comme bon, quelqu'un qui donne ou un ancien qui sort de l'université et qui veut bâtir un monde autour de lui pour se protéger, mais la réalité, c'est historiquement et maintenant, la plupart des attaques sur le travail intellectuel viennent de l'intérieur. Et on doit gérer cela. Et COT nous avions souvent, et la plupart des dossiers que nous avions, on défendait des gens qui étaient impopulaires, que ce soit Whittleson ou Philip Rushton, pour de dire, on est profondément en désaccord avec ce qu'ils font, mais il y a beaucoup d'argent et la façon de gérer avec eux autres, c'est pas juste des éliminer, mais d'être critique. Alors, si j'aime pas ce que Whittleson dit, je l'aime pas, alors je devrais écrire quelque chose et c'est la façon qu'on gère cela à l'université, pas en essayant de les canceller, annuler ou tant qu'ils rencontrent le test d'être vraiment engagés comme professeurs sérieux. Merci, Jim. Hélène, peut-être enlever le mute et commencer ensuite Julius. Mais il y a une question et un commentaire que je vais répondre, là, qui est dans le Q&A. Je vais mal prononcer ça et désolé, le Jazz One. Parlant des enjeux de privilèges et qui peut parler dans un événement. Et ça, c'est un enjeu continuel, particulièrement pour les conférences en personne où les mêmes acteurs sont là juste par qui peut se permettre d'être là. Moi, je ne peux pas me permettre de traverser la rue, donc rarement vous allez me voir dans ces événements. Donc, sur la question, sur la conversation des classes sociales qui a été amenée aussi dans notre conversation, moi, je ne suis pas professeur en passant, je suis employé à l'extérieur de l'académie. Comment évaluer l'identité de classe sociale, soit en étudiant ou en faculté? Bien, une des choses qui est apparue d'une façon répétitive du côté des étudiants, si on regarde nos CV, nos résumés par rapport aux étudiants qui ont un historique de privilèges, là, on ne peut pas compétitionner. Hein. Nous, on est pauvres. On ne peut pas faire du travail de bénévolat. On ne peut pas se permettre d'aller dans une compagnie du tiers-monde pour sauver des vies. On n'a pas ces choses. Donc, par rapport à la faculté et d'autres membres du staff et comment on inclut les classes sociales, c'est comment commencer à évaluer des applications, pas de forum traditionnel. Donc, si un point de vue de la faculté, pourquoi pas que le parcours soit respecté et la trajectoire non traditionnelle? Alors peut-être qu'ils n'ont pas 30 publications au niveau 1, en tiers 1, là, mais peut-être qu'ils ont fait toute autre chose à leur travail et beaucoup d'expérience qui a tendance à ne pas être respectée. Mais voici une situation très intéressante que je veux vous dire rapidement. J'étais sur un comité d'embauche. Une personne noire qui était venue pour faire la formation des billets. Ils ne voulaient même pas parler de la race. Ils voulaient parler des classes sociales et à quel point leur CV voulait dire qu'ils ne seraient jamais embauchés pour une tanière. Et cette conversation a été complètement fermée.
Et moi, je n'ai pas compris les classes sociales dans une expérience vécue jusqu'à temps que ma conscience de classe a été forcée sur moi quand un étudiant blanc riche dans une classe se moquait des gens pauvres blancs et qui nous appelait les déchets blancs. Et ça, c'était mon moment de compréhension à comprendre. Mais il y a une étiquette du monde dans lequel je viens. Alors, de comprendre le langage au travers des classes sociales et d'être capable d'en parler. Jamais je ne parlerai de pauvreté par rapport à ma relation avec mes recherches et d'être vraiment clair sur ma position en relation avec ma recherche. C'est pas comme je n'ai pas les réponses parfaites, mais je sais que les processus d'embauche, et j'ai été sur plusieurs communautés là, comme représentant étudiant, et ils choisissent les mêmes caractères plutôt que d'honorer les différentes trajectoires que les gens viennent. Merci, Hélène. Hélène, c'est très important. Alors, j'ai pris une note de ça, mais là, une note pour tout le monde. Là. Moi, je regarde le Q&A, donc inquiétez-vous pas de ça. C'est moi qui va répondre aux questions à partir de 15 heures. Donc là, on va juste demeurer au sujet qu'on parle ensemble et on va ouvrir l'auditoire à 3 heures et je vais m'occuper de ça. Mais ton point est excellent. Julius a levé sa main souvent, là, physiquement. Alors, c'est à vous. Moi, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet sur la position d'Hélène sur les classes sociales, pas parce que je ne suis pas d'accord, au contraire, je le suis. Hein. J'ai toujours cru que c'était la chose la plus importante, mais je ne pense pas que le combat contre la pauvreté peut être gagné d'une façon efficace à l'industrie. Moi, je pense que ça va être gagné au travers de la redistribution des taxes, la richesse, au travers de s'assurer que personne est en pauvreté. Moi, je ne pense pas qu'une communauté à l'université, c'est dans une position, là, c'est un piège, mais ça serait aussi difficile que de solutionner le problème d'autres formes de discrimination. Mais ce dont je veux pointer, là, c'est que EDI a eu un effet désastreux sur l'université. Ce que nous voyons présentement, là, c'est le déclin de l'université. Le déclin de l'université, et on peut voir les traits semblables. Aux États-Unis, c'est très clair. Je n'ai pas compris son mot, là. La recherche est faite à l'extérieur. Hein, et c'est très dangereux hein, parce que ça amène beaucoup de pouvoir dans les mains privées, mais c'est fait à l'extérieur avec des fondations, le militaire, toutes sortes d'endroits. De nouveaux emplois demandent de moins en moins de diplômes aux États-Unis. Donc, ça ne paye pas de passer 4 ans ou 8 ans à étudier lorsque l'emploi ne le demande pas. Et la seule chose qui est exigée, là, c'est l'accréditation en dentisterie ou en médecine ou en loi. La communauté académique a été éclatée par la crise d'identité. Hein. On ne peut plus risquer de socialiser entre les professeurs et les étudiants maintenant parce que c'est trop risqué. On peut être accusé d'avoir dit quelque chose ou fait quelque chose. Et pourtant, cette communauté académique, je ne parle pas ici de toute activité illégale, mais juste la notion d'une communauté basée sur la connaissance disparaît. Le pouvoir des étudiants, le pouvoir donné aux étudiants pour évaluer, pour décider, malgré que oui, une forme d'évaluation peut être utile, là, mais favorise ceux qui veulent ça facile et ne veulent plus vraiment être défiés dans leur identité, dans leur point de vue d'identité, dans leur vue du monde. Donc, le résultat, c'est que les universités sont en train de réduire et vont peut-être être remplacées par d'autres sortes de groupes, hein? Des groupes de discussion privés, des communautés académiques privées, mais EDI fait que l'université est moins une place pour la poursuite de la connaissance, de la recherche et l'accréditation nécessaire de bons professionnels là, qui se produisaient avant. Donc, je pense que l'EDI, par le stress sur l'identité, est en train de faire éclater la communauté académique. Merci. Julius, Jim, tu voulais dire quelque chose? Oui. Moi, je voulais
commenter sur les commentaires de Julius initialement et présentement. Je pense que, Julius, que tu exagères en disant qu'il y a une idéologie obligatoire maintenant à l'université. Tout le monde ici sur le panel, tous les participants dans cette conférence sont une preuve que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui veulent imposer une idéologie dominante, mais je ne pense pas que, je pense que c'est exagéré de dire qu'il y en a une. Je pense que c'est exagéré dans le cas de parler des déclencheurs d'événements. Il y a eu beaucoup de pression là, pour l'avertissement de déclencheurs, hein. Le défi a été pris par l'Association des professeurs d'université avec une belle explication pourquoi ça serait approprié. Les avertissements, ce n'est pas vraiment utilisé au Canada. Par rapport à votre discussion sur l'identité, je pense que oui, tu as raison, mais le problème avec le discours sur l'identité, on a tous de multiples identités, hein. Ça, c'est la réalité. La réalité se perd dans beaucoup des discussions, mais c'est l'essentialisation de certaines identités. Donc, les gens comme Adolphe Jr. et d'autres qui ont parlé beaucoup de ça, qui ont plein à dire, c'est le déni de la complexité de nos identités qui est le problème et essentialisé vraiment au genre et à la race, comme si, comme si tout cela rendait nos identités non pertinentes. C'est le point de Hélène où l'identité est associée aux classes et les gens comme Adolphe Jr. qui amènent ces conversations sont étiquetés comme réduire les classes. En réalité, c'est la réduction de la complexité qui est l'enjeu, pas le fait qu'on a de différentes identités et le déclin de l'université. L'université, dans mon point de vue, oui, est en train de décliner. On écrit ça depuis des décennies. Bill Rees, les universités en ruine, hein? La commercialisation, commodification à l'université a un effet dévastateur sur cela, mais c'est cela. Tu n'as rien mentionné là, pour. On n'a plus de fondation publique, hein, et des universités américaines qui ont seulement 5 de revenus là, du gouvernement. Et au Québec même, il y a eu un déclin de subventions aussi là, par rapport à l'argent qui doit être payé par les étudiants. Et ça veut dire qu'ils sont moins capables d'entrer dans la communauté universitaire parce qu'ils doivent aller à l'école, ils doivent travailler à temps plein. Ça a un effet dévastateur. Mais la communauté aussi se dissipe parce que ça devient virtuel. Moi, quand j'enseigne la sociologie à l'Université de Toronto, j'étais un étudiant à Berkeley, là, on pouvait entrer à tous les jours, peu importe à l'heure, dans une faculté, on avait une discussion. Moi, je retournais dans mon département de sociologie il y a 10 ans. On pourrait tirer un coup de canon dans le passage et personne ne serait visé. C'est vide, les corridors sont vides. Les médias sociaux, l'Internet a fait de nous là, qu'on a nos collègues à l'international, plus localement maintenant. Et ça réduit la nature de communauté. Oui, tu as raison là, que l'université là, réduit, mais c'est au-delà des raisons que tu as mentionnées. Je sais, Julius, tu veux répondre. Rappelez aux gens, levez votre main parce que je ne peux pas tous vous voir. Donc, appuyez sur la petite main levée, le Chris. Je ne vous pas du tout sur l'écran. Donc, peut-être à un moment donné, utilisez l'icône. Julius, vas-y. Oui, oui. J'ai mentionné le manque de subventions. J'ai dit tout a commencé au néolibéralisme, la chute des universités, là, des subventions massives. Oui, le manque de fonds est derrière cela, mais c'est aussi derrière la compétition de groupe parce qu'il y a moins d'argent pour faire le tour. Donc, je suis d'accord sur la technologie, mais je pense que ça fait partie de ce que je parle dans le déclin de la communauté. La communauté décline pour plein de raisons. Une, c'est la peur, mais l'autre, c'est que les gens ne se rencontrent plus. Là. Ils se rencontrent sur l'écran plutôt qu'en personne. Ils ne se voient plus de la même façon. Mais une façon ou l'autre, je pense que on est en déclin. Et la troisième raison pourquoi je dis pour ce déclin, c'est parce qu'on ne peut plus se tenir debout pour ce qui est considéré comme un sujet élite. On ne peut plus avoir pour les grandes classes. On ne peut plus insister sur la correcte utilisation d'anglais ou de français. Au Québec, on peut encore, là, mais
du côté francophone, mais plus du côté anglophone. Euh, il y a vraiment, on dilue beaucoup l'issue académique, mais tout revient au fait qu'il y a moins de subventions et pas assez de mélange académique, une communauté connue et identitaire. Quelqu'un veut suivre, Chris? Oui, j'ai bien aimé cet échange. Je vous écoute les deux, Jim et Julius. Jim, la seule chose que je n'ai pas été d'accord avec ce que tu as dit, c'est qu'il n'y avait pas vraiment un peu le côté orthodoxe. Et ce que je prendrais, oui, il y a des trous, c'est pas complète, là, c'est pas une hégémonie totale. Il y a des espaces où on a une tanière, on peut parler contre des choses comme moi, je le fais, là, mais moi, je parle aux étudiants gradués qui m'envoient des courriels hein, sur mon article au National Post. Ils m'ont dit, ben, qu'est-ce que je devrais faire? Je ne suis pas d'accord à choisir l'enjeu, là. Peu importe que ce soit EDI ou que ce soit les choses que j'écris comme les enjeux historiques là, dans ma discipline. Le conseil que je dois leur donner, c'est ne dis rien. Parce que tu n'as pas une tenure, tu es juste un étudiant gradué et je sais absolument que tu vas être puni de parler hein, à l'extérieur du grain de cette orthodoxie. Donc, je sais, et dans mon propre cas, même il y a quelques étés passés, là, on organisait une campagne de lettres contre l'Association historique canadienne quand ils ont fait qu'il y a juste une interprétation qui compte comme un génocide contre les Autochtones. Et ces sept professeurs ont dit que ce n'est pas approprié à faire. Non, c'est un assaut sur la liberté académique. Et le président du CHA a poussé ça de côté et ça n'a pas changé son idée, là, mais je sais quelqu'un qui était sur la communauté, ils ont parlé d'avoir une liste noire afin de ne pas citer certaines personnes qui avaient signé la lettre. Moi, je ne suis pas sur cet exécutif, je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais authentiquement, je suis d'accord avec vos points là, et on serait d'accord et on aurait beaucoup à dire, mais je pense que même si l'hégémonie n'est pas complète, il y a quand même certains sujets auxquels on peut parler et qu'on ne peut pas parler. Et si tu en parles, eh bien, tu dois t'assurer que tu le fais attentivement et évidemment parce que tu as la sécurité d'une tanière. Tanière, sécurité. Merci, Marc. Je pense que tu as levé ta main. Je ne suis pas certain. Il est sur mute. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que quelqu'un voulait faire un suivi sur le commentaire de Chris? Peut-être Jim ou Jim? C'est toujours sur mute. Oui, oui, je suis d'accord avec Chris largement, mais ce que je dirais, c'est qu'il n'y a rien de ça qui est nouveau, là. Euh, ce que la pression de se conformer à un certain point de vue et dans certains moments dans le temps change. Mais si on lit les mémoires d'académiciens ou l'historique des universités, moi, quand j'étais un étudiant pour graduer, là, j'avais peur d'amener certains points, dépendamment qui était le professeur. Il y a toutes sortes de vues dominantes, hein. On pense aussi à l'intérieur des institutions aussi, là. Et il y a une grande bataille à l'Université du Manitoba qui est peut-être la seule université au Canada que son économie n'était pas dominée par l'économie néo-orthodoxe. Et le doyen là, a demandé pourquoi notre département est si différent. Et le président, qui était un économiste canadien, il a dit, parce que je pense qu'on devrait avoir différence de point de vue. Et il y a eu une grande bataille qui a duré plusieurs années là, où pour essayer de se débarrasser, là, l'économie hétérodoxe, je n'ai pas bien compris, là, mais on a ces batailles dans les départements d'histoire aussi. On va dire, bien, on ne devrait pas s'inquiéter là, du 16e siècle, du 17e siècle. Là.
l'université, historiquement, là, a été un endroit très difficile pour quiconque qui défie, peu importe la vue prévalente du moment. Dans le 17e, 16e siècle, en Bretagne, en Grande-Bretagne, c'était tellement mauvais que la plupart, grandes personnes étaient les sociétés royales, n'étaient même pas dans les universités. Alors, on pense de problèmes génériques, là. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas en parler, mais je pense qu'on devrait comprendre qu'ils sont adémiques dans la nature de l'université. C'est encore plus difficile d'avoir des résultats à cause de cela plutôt que quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, là, des personnes, la nouvelle cohorte des gens de l'université. On n'a pas besoin de parler à un historien de savoir que c'est pas nouveau. Tout est vieux. Est-ce que je peux bâtir un peu sur ça, là? Marc et Hélène, je ne vous vois plus, donc si vous voulez parler, là, levez la main. Juste continuer sur ce que Jim a dit et de revenir à ton commentaire d'introduction quand on parle de connaissances autochtones. Et je pense que d'une belle façon, c'est une connaissance qui a été défendue grâce à la liberté académique afin que ces académiciens qui font leur travail basé sur leurs connaissances, leur savoir. Mais j'ai une question pour cela. Moi, je trouve ça un peu étrange que, comment puis-je dire ça là? Ce que ça implique, c'est que l'analogie est attachée à un groupe ou à un peuple, opposé à ce que ce soit attaché à une méthodologie qui appartienne à personne. Donc, on peut la questionner, ça a des forces, ça a des faiblesses, ainsi de suite. Et je comprends que la liberté académique a aidé à défendre ça, mais est-ce qu'on doit voir par contre que puisque c'était attaché intimement à une population, à un groupe, que c'est difficile pour l'académicien, l'académie plutôt d'être critique de ce genre de type de méthodologie là, à laquelle on pourrait étendre ça. Est-ce que tu crois, oui, c'est difficile à l'université d'être critique des initiatives EDI ou la justice sociale ou peu importe ce que les gens veulent être critiques? C'est souvent difficile d'être critique des choses que tu viens de mentionner à cause des pressions sociales de ne pas être critique. Mais quelqu'un peut être critique et qu'évidemment, un professeur autochtone qui amène une certaine compréhension du monde basée sur la connaissance autochtone, si vous pensez que ce n'est pas une bonne façon de le dire, eh bien, on peut être critique, absolument. Le fait que nous reconnaissons que les gens peuvent faire leur travail avec un savoir autochtone, c'est différent que de dire que quiconque le fait est au-dessus de critiques. Non, 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 il ne peut pas y avoir rien au-dessus des critiques à l'université. Donc, l'université, c'est un endroit d'idées, de débat, de toutes les idées, même celles qu'on est en désaccord. Il devrait y avoir de la place pour discuter. Chris, tu évalues, hein, tu as fait des sondages aux académiques. Est-ce que tu as le sens que, basé sur le sondage, les gens pensent pouvoir avoir des discussions sur ces choses? Ben, ça dépend à qui on demande, là. Alors, il y a un paquet vraiment de la population de professeurs, dépendamment des enjeux, là, qui ne parlaient pas de certains sujets. Et les sujets qui devraient parler comme l'EDI, euh, peut-être que c'est un peu plus mélangé sur les enjeux là, de Moyen-Orient, conflits palestiniens, juifs, les deux côtés, mais parfois dans le mouvement environnemental aussi en Alberta, certains professeurs parlaient de ça. Donc, il y avait une portée de variabilité, là, c'était souvent versus des professeurs. Mais peut-être à la droite ou centriste et gauche, mais d'une façon qui ne pensaient pas pouvoir questionner cela. Donc, sur certains sujets, c'était comme si, il touchait le troisième fil, là, hein. Donc, ça ne valait pas le danger qu'il aurait pu rencontrer. Donc, ensuite, d'une autre façon, il y avait un groupe de réponses qu'on a eu, un plus petit groupe, mais quand même une minorité assez grande qui interprétait quiconque qui questionnerait ce genre de choses comme discriminatoire et il devrait être totalement mis au silence. Donc, le genre de réponse qu'on a là, bon, mais je pense que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, à moins qu'ils vont dire des choses discriminatoires et c'est sûr qu'ils devraient être mis au silence. Donc,
c'est pas une surprise là, qu'il y a moins de débats. Quelqu'un voulait répondre à ça? Ouais, Chris, tu dois partir? OK. Je voulais dire une chose. Le savoir autochtone, c'est quelque chose qui est important à enseigner et les gens l'ont enseigné d'une façon correctement. Ils l'ont identifié comme un sujet qui était correct avec la liberté d'académie. Mais une des choses, moi, je pense qu'un professeur autochtone n'a pas besoin d'être autochtone, mais on le sait que les gens ils vont insister que ce soit ça. Donc, on pense que c'est une appropriation culturelle. Une appropriation culturelle, encore une autre chose qui fait partie de cette idéologie. Hélène, allez-y. Il y a trois types de professeurs qui parlent de la pauvreté. Il y a ceux qui ont vécu l'expérience, et il y en a très, très peu, et sont très explicites sur la positionnalité. Ensuite, il y a les autres, je n'ai pas les bons mots, là. Il y a ceux qui comprennent profondément la pauvreté, les classes sociales, la discrimination, le manque d'accès à nos droits humains. Et ils sont absolument brillants, mais ils n'ont pas d'expérience vécue. Et ensuite, un paquet de gens qui n'ont aucune expérience vécue, qui est Vivian Adair, elle est américaine, professeur, ça vient de génération, là, qui parle comment et il y a un groupe qui descend sur nous, hein, qui parle de nous sans nous, renforçant les stéréotypes, les généralisations, qu'on est en manque, on a besoin d'appui, on a des problèmes, notre corps est un problème. Je ne pense pas qu'on est obligé d'avoir une expérience vécue, comme Julius vient de parler, pour être capable de faire de la recherche avec par exemple, là, mes études, mon endroit, là, ça peut être fait d'une façon formidable et merveilleuse, avoir accès au savoir, la littérature, hein, les choses auxquelles on n'a pas vraiment d'accès. Donc, je vais être clair parce que ça me perturbe un peu et je croyais avant parce que j'étais vraiment mon expérience à l'université m'avait vraiment traumatisé. Alors, pourquoi? C'est des gens qui n'ont jamais eu d'expérience qui font de la recherche, mais il y a des gens qui font de la belle recherche sans avoir eu l'expérience, mais qui comprennent vraiment. Alors, Hélène, je pense que tu vas appliquer la logique à tous les groupes. Est-ce que je peux revenir un peu à une des choses de tes commentaires lorsqu'on a commencé? Tu as parlé d'exclusion sensiblement, là, et l'exclusion basée sur les classes sociales. Donc, EDI, c'est l'exclusion basée sur la démographie, la langue, la religion, la couleur de ta peau, et toi, tu amènes la classe sociale. Est-ce que tu penses que l'initiative EDI, comme on les voit dans les universités, solutionne? Je pense que la réponse est non, mais est-ce que ça solutionne le problème des classes sociales qui devrait, hein, quelqu'un pourrait s'obstiner. On l'a présenté ce matin dans la discussion et quelqu'un a dit, c'est pas la race ou la religion, c'est la classe sociale parce que notre société a focalisé sur l'individu opposé au groupe parce que les groupes ne capturent pas hein, une expérience vécue. Donc, l'état actuel, comme reflété dans les classes sociales, serait une meilleure façon de s'y rendre. Alors, pensez-vous qu'on est sur la bonne voie là, de la façon qu'on fait les choses pour que les universités soient plus accessibles aux gens qui n'auraient pas de moyens autrement? Ça, c'est un non absolu. Dans mon travail, dans mon doctorat, on a vu la nature de la pauvreté. Une groupe de femmes se sont mis ensemble et il y a pas, oui, on était tous des femmes, donc des femmes identifiées, là, évidemment, les professeurs vont être contents. J'ai gardé ma recherche très, très focalisée pour la terminer, mais il y avait une intersection avec l'âge, l'habilité, statut mental, géographie, euh, mais la classe sociale était au centre de cela. Donc,
Ce que j'ai découvert avec EDI, c'est que des groupes homogènes, hein, comme j'ai dit, c'est des silos, c'est présumé tout autochtone, tous des Noirs, tous des groupes de LGBTQ, et ce n'est pas le cas du tout. Ce qu'on a découvert dans ma recherche, c'est que on s'est rassemblés en centralisant les classes sociales, on était un groupe puissant qui pouvait adresser le problème structurel qui nous avait exclus des universités canadiennes et d'arriver avec des solutions concrètes basées sur notre expérience vécue, notre éducation, nos trajectoires dans la vie et nos positions, d'essayer d'amener les gens qui ont le pouvoir des universités de nous prendre sérieusement, même si on a un modèle innovateur, ça a été difficile. Alors moi, j'arrive avec des femmes qui peuvent appliquer pour un emploi. Moi, je pourrais être plus qualifié, mais moi, je ne peux pas appliquer parce que je suis une femme blanche. Donc, maintenant, on est supposé d'être en compétition les unes et les autres. Mais je vais vous dire la beauté de centraliser les classes sociales. On n'a pas eu d'oppression là, du tout dans notre travail. Il n'y a pas moi, je suis plus que toi. Non, il y avait un respect absolu que si tu es une femme noire, ton expérience vécue va être très différente que la mienne, mais on a partagé un langage commun sur qu'est-ce que c'était de venir de pauvreté générationnelle. Diriez-vous de le statut social-économique coupe au travers les différentes variables, on va les appeler variables, là, parce qu'en parlant comme chercheur, ça découpe aussi quelque chose qui devrait être ajouté comme une autre considération. Et là, ça va amener peut-être le commentaire de Julius qui dit, est-ce que c'est un autre groupe? Demandant peut-être avec raison, là, de la façon qu'il a fait, c'est moi, 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 hein. On veut être reconnu, on veut avoir une place à la table. Mais moi, je vais dire oui et non. Parce que pour créer juste un autre groupe, on va homogénéiser les gens de la pauvreté comme on a toujours fait. Il y a tout le narratif dominant là, nous concernant qui est très dommageant et stigmatique. Alors, plutôt que de commencer à honorer les cultures, les héritages et le système de savoir qu'on amène à la table et de travailler à déstigmatiser, mais on ne peut pas ignorer que la classe sociale coupe tout. Par exemple, il y a un étudiant triracial et elle voulait centraliser les classes sociales dans leur travail. Et non, ça n'a pas bien été avec ceux qui étaient au pouvoir parce que leur père est noir, donc. Ce dont il parle, c'est que la race compte jusqu'à temps qu'ils vont à la maison, mais jamais, jamais, jamais ils vont s'échapper de la pauvreté. Donc, comment ignorer la classe sociale? Mais je vais dire par contre, s'il y avait une autre catégorie à l'université, il y aurait peut-être un club de la classe de pauvreté que je pourrais me joindre et peut-être que je retrouverais mon peuple. Mais encore une fois, on va être homogénéisé sans comprendre les façons que nos vies ont été modelées et les différentes identités, les différentes expériences vécues. Mais c'est vraiment très difficile lorsqu'on n'a même pas rien avec quoi on peut commencer. Dans beaucoup d'universités, et ça, c'est le résultat de la chaire de recherche du Canada, beaucoup de cela, je vais simplifier, peut-être je vais trop simplifier, mais au travers des quotas. Donc, on doit avoir des quotas pour des groupes d'une démographie qui vont refléter bon, la société du Québec, mais ce n'est pas clair le niveau de société qu'on veut refléter. Comment, considérant cela, là, considérant le fait que le statut social-économique ne doit pas être considéré, qu'est-ce que vous demanderiez à ces EDI? On en a avec nous aussi dans la salle des gens qui ont des groupes de EDI et qui mettent en place des initiatives EDI. Que pensez-vous qu'ils devraient faire différent et comment? Bien, je vais répondre à cela basé sur ce que j'ai appris au fil des années. Élargir l'accès et la participation là, aux États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande,
l'Australie, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Alors, on peut dire, bon, voici le quota, tu dois amener ce groupe d'étudiants en nombre. Mais il n'y a rien qui change dans la structure. Donc, on arrive à une place où peut-être qu'on n'a pas le bon langage, on n'a pas la bonne trajectoire d'éducation, on est sans abri, on vit d'une façon précaire, on n'a pas de soutien familier, on ne trouve pas notre système de connaissances dans les curriculums. Donc, vous pouvez nous faire entrer, mais je me demande, est-ce qu'on devrait vraiment être ici? Les quotas ne vont pas aider et c'est pour ça que la sociologie est critique, dans mon opinion. Alors, si on ne va pas adresser les raisons structurelles pour l'exclusion en premier, bien, on ne va pas trouver d'équité et d'inclusion. Et là, je demanderais aux gens de l'EDI, ne faites pas juste suivre le droit des humains et d'équité, mais vous devriez pousser les universités canadiennes qui, il y a quelques années, ont fait leur premier sondage d'EDI de leurs membres à l'université et ils ont dit que c'était d'une lentille intersectionnelle. Je les ai contactés et ils ont dit, ah non, non, on ne va pas inclure les classes sociales. Donc, mais appelez pas ça intersectionnel d'abord. Ne faites pas juste faire le statu quo ici et le minimum. Un des points que tu élèves ici, je vais ouvrir la conversation, c'est que, par exemple, dans ma faculté, dans mon département, au niveau doctorat, donc c'est très, très compétitif, hein, le bachelier, le masterat et le doctorat. Donc, c'est des étudiants super intelligents et certains ont eu de la difficulté à passer au travers pour des raisons qui ne sont pas académiques et d'autres ont passé ça sans aucun problème, peut-être avec des ressources, peut-être de l'argent de la famille ou peu importe la raison, là, ça peut être complexe. Maintenant, on a un système par lequel, pour promouvoir la diversité, on donne aux étudiants qui sont acceptés dans le programme des fonds additionnels. C'est comme un prix basé sur la couleur de leur peau, disons, ou les Premières Nations, les Autochtones ou quelque chose comme ça. Donc, je vois une grande valeur, oui, mais au même moment, c'est comme, et c'est là où j'arrive à ton point, cet argent, à ce point-ci, n'est pas bien dépensé. Elle devrait être dépensée en avant parce que la raison pourquoi on n'a pas de bacheliers, on n'en a pas beaucoup de noirs, etc., etc. Donc, l'argent devrait être dépensé à l'avant. Mais ça l'amène à une autre question aussi que je bâtis un peu sur ton point et je vais ouvrir la conversation à tout le monde. Et je vais pousser tes boutons un peu ici, Hélène. Est-ce que c'est la mission de l'université? Quelle est la mission de l'université? Tu parles subventionné publiquement ou privé? Bon, ici, ils sont pas mal tous publics, là, la plupart. Donc, on va y aller avec public. Ben, laisse-moi poser cette question. Pourquoi est-ce que les pauvres, les gens, les travailleurs, la classe moyenne qui n'ont pas d'accès aux universités fondées, qui devraient payer des taxes pour les subventionner d'abord? Si toutes les universités vont reproduire les mêmes gens, bien, je questionne le but et le point des universités canadiennes. Julius a été le premier, a été plus vite que toi, Jim. Vraiment, il est allé vite, là. Il a mis son cœur. Alors, Julius, vas-y, et ensuite, Jim. Merci, Hélène. Je pense que le combat contre la pauvreté est une bataille essentielle. Et encore une fois, je réfère à mon socialisme de long terme, ma croyance qu'on doit redistribuer, mais le but de la redistribution, c'est de s'assurer, et je pense que Martin a démontré qu'au sommet, il va y avoir des candidats noirs ou d'autres candidats, des gens handicapés ou de minoritaires. Si la redistribution prend place au niveau plus bas et au travers les écoles, de bonnes écoles et d'avoir un bon soin de santé, il n'y a pas de raison pourquoi il n'y aurait pas en nombre suffisant pour satisfaire vraiment ceux qui pensent que c'est toujours les mêmes visages qui sortent de l'université. Par contre, je ne pense pas que c'est la fonction de l'université. L'université n'a pas le pouvoir d'affecter des changements économiques majeurs. Ça devrait être l'État,
le système de taxation, l'éducation publique, privée. Et l'autre chose aussi qui ne va pas bien avec les quotas, c'est la croyance que si tu as l'égalité générale des chances, tu vas avoir l'égalité dans les résultats. Ça veut dire que vous allez toujours avoir la bonne proportion de noirs, de blancs, d'asiatiques. Et en fait, l'histoire nous démontre qu'il y a des périodes où un groupe ou un autre groupe fleurit, où on a de la musique allemande dans le 18e, 19e siècle, où on a la philosophie grecque ailleurs, où on a eu toutes sortes de moments particuliers, là, l'école des mathématiques. Là. Donc, un groupe, soudainement, un avantage, mais ça ne dure jamais. Ce n'est pas pour toujours. C'est pour une période de temps et on ne devrait pas exiger que les résultats soient toujours en proportion à la population parce qu'on va avoir des périodes d'excellence dans un groupe en particulier. Cependant, réponse courte, c'est le combat contre la pauvreté est un combat social et politique. Il ne peut pas être fait par les universités. Ils ont assez de difficultés à traduire et à transmettre la connaissance et faire des recherches. Donc, c'est les écoles publiques, le système de santé, l'environnement, le système municipal même, qui vont créer l'égalité générale dans la société. Et un autre point, je pense que si vous créez cette égalité, ça ne voudra pas dire que vous allez préserver la culture de chaque groupe, là. Ce qui se passe, c'est que les gens vont, il n'y a pas de base économique pour la différence. Donc, sans l'ombre d'un doute, les gens n'auront pas le genre de différence culturelle qui existe présentement. Et ils vont flotter, hein, et ils vont, c'est ça, fusionner. Les groupes vont fusionner. Avant d'aller à Jane, Hélène, est-ce que tu voulais répondre à ça? Non, j'ai une petite tension de Julius. Pensant pourquoi les universités n'auraient pas une responsabilité comme acteurs pour répondre aux problèmes de société? La sociologie, c'est fait pourquoi au juste? Moi, je pense qu'il y a tellement de choses que les gens et les endroits pourraient faire pour en parler. Donc, par exemple, il y a une question dans le chat, donc je vais en parler parce que ça rapporte. Moi, j'ai une infographie qui regarde l'historique de la discrimination et la pauvreté dans les 20 dernières années. À chaque fois que la pauvreté a été mise à l'avant pour être un terrain de discrimination, unanimement a été voté par tous les politiques, les partis politiques au niveau fédéral. Donc, imaginez là, si la pauvreté là, était une raison de discrimination et là, on mettait ça dans les droits civils territoriaux. Et ensuite de ça, les gens feraient partie de cet acte. Maintenant, EDI inclurait les classes sociales. Je pense que les acteurs à l'université pourraient faire tellement plus, même si c'était pour enseigner aux professeurs comment ils font un pipeline d'étudiants qui viennent de la pauvreté et on va présumer que l'université n'a pas une place pour eux. Donc, je sais que oui, les universités là, sont sous le feu, comme on dit, mais les gens à l'université pourraient en faire plus qu'ils font. Et même si ça commence à la place où tu ne pénalises plus les étudiants et mettre d'autres choses pour la pauvreté entre la boule numéro 8 parce qu'ils ne peuvent pas compétitionner avec les pairs qui ont des bons CV. Donc, on ne peut pas compétitionner. L'université pourrait faire quelque chose par rapport à cela. Jim, ben, je suis ambivalent. Là. Wow. La portée est tellement large là, que je ne sais pas si c'est utile. Euh, il y a des éléments où tout le monde dit que c'est vrai, d'autres disent que c'est faux. Il n'y a pas de question là, que ce que l'on voit à l'université par rapport à l'absence de personnes de la classe des travailleurs avec un historique honnête, l'absence aussi, c'est parce que leurs racines sont en racisme systémique de notre société
des gens qui sont mis de côté à cause de la pauvreté. Notre système scolaire élimine les gens par rapport à l'argent qu'ils auraient dans les districts d'écoles mieux classées, là où les parents sont plus riches et finalement, ils se retrouvent à l'université. On doit adresser ça d'une façon différente. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est qu'au même moment, lorsqu'on adresse cela, et ça, c'est un processus à long terme, on a aussi l'obligation, je pense, en tant qu'université, d'essayer de faire des choses pour fournir certaines modifications des circonstances, les étudiants marginalisés de communautés qui sont maintenant. Pas, ah, on va réparer ça dans les 50 prochaines années. En attendant, tant pis. Julius a pointé qu'il y a eu des moments de différents groupes là, qui ont fleuri, évidemment, mais aussi, il y a des gens dans le pays qui ont attendu des centaines d'années là, pour leur temps de fleurir et ce n'est pas arrivé encore. Alors, combien de communautés aujourd'hui n'ont même pas de l'eau potable? On aurait d'incroyables problèmes à adresser. Je pense que l'université a peut-être un rôle à faire ça, mais ils ne sont pas la solution. Et en même temps, ben, bon, ben, on va prendre peu importe ce qui est arrivé. Nous, on n'a pas d'obligation. Là. Je pense que l'université, elle a quand même une obligation. Bon, ce sont des bons points, mais d'autres choses qu'Hélène s'est référée, là, c'est l'Académie devrait être intéressée à cette population juste comme recherche et tout ça, si j'ai bien compris, Hélène. Et c'est pourquoi que c'est ce que les professeurs à l'université, ils vont faire ça, ils vont faire de la recherche, on va enseigner, on essaie d'amener des enjeux qui sont parfois difficiles à discuter à l'extérieur de l'université, mais ça fait partie de notre mission. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin que cela? Et Jim dit oui, Julius dit un genre de non, Hélène dit on devrait aller au-delà de la recherche. Est-ce que c'est une matière que nous, en tant qu'université, qu'on devienne des exemples et qu'on serve d'exemple de la société ou c'est même au-delà de cela? On tire la ligne à quel point? Y a-t-il une ligne à tirer? Ben, la ligne est difficile, mais on a un rôle à décrire la pauvreté et à montrer les effets de la pauvreté. Et la recherche scientifique, par exemple, hein, répondre à la question aux communautés autochtones et l'eau potable, etc. Donc, moi, ce je ne suis pas certain, c'est que l'université est bien en place pour faire la redistribution sans perdre sa recherche, son élément de recherche et d'étude. Et je ne pense pas que nous pouvons physiquement, avec l'argent que nous avons, affecter la redistribution. On peut l'influencer, on peut être des militants, on peut être des représentants qui pourraient aider. J'espère que Jim a tort et que ça ne prendrait pas 50 ans, euh, mais je ne pense pas que nous sommes bien placés pour l'acte de redistribution. Jim, tu voulais dire quelque chose? Eh bien, on a eu certaines de ces discussions dans les années 80, 90 par rapport à la vraie discrimination qui avait existé pendant des décennies contre les femmes à l'université. C'était un push majeur pour augmenter pas juste les qualités, pour la paye, le salaire des femmes, mais lorsqu'on allait jusqu'au assistant professeur, c'était le centre de notre... Et on disait, mais on ne peut pas vraiment faire quelque chose parce que ça doit être basé sur l'excellence. Eh bien, on a essayé de faire des choses. Hein. On a fait des gains majeurs et je ne pense pas que l'excellence de l'université a disparu. Donc, je pense qu'il y a une portée pour essayer d'adresser certaines des inéquités. Je pense que c'est une philosophie là, qui est en sous-titre, mais cette aspiration est admirable. Et Julius a raison. On ne peut pas réparer ce problème d'une société inégale ou fondamentalement une société libérale. L'université ne peut pas réparer cela, mais elle peut faire des choses pour améliorer certains des effets afin qu'il y ait une plus grande équité d'opportunités pour les gens qui ne sont pas, qui ne viennent pas d'un milieu privilégié là, ou de communauté privilégiée.
Marc, est-ce que tu lèves ta main, Marc? Non. Ah, il nous envoie la main, c'est tout. Hélène, voulais-tu répondre à ça? Ou un petit suivi? Je pense que je voudrais juste espérer que les universités deviennent des acteurs qui ne contribueraient pas aux problèmes existants. Donc, par exemple, lorsque la recherche est faite, si elle est faite pour solutionner des problèmes, pas juste critiquer et discuter d'un problème. Et quand je pense aux étudiants de la pauvreté, moi, en étant une, est-ce que l'université, si ça avait été un espace différent, peut-être que je ne serais pas où je suis. Moi, je suis allé pour m'éduquer, pour m'échapper de la pauvreté, hein, et de prévenir la pauvreté au fil des générations, mais il n'y avait pas vraiment de soutien, de compréhension en place pour aider cela. Donc, toutes les femmes dans ma recherche sont toujours pleines de dettes d'études, hein, pour aller à l'école pour les mêmes raisons. Jamais ils vont récupérer financièrement. Donc, l'université pourrait jouer un rôle en défiant l'idée que le système des prêts bourses et les prêts étudiants égalise le terrain de jeu, mais non, ça ne le fait pas. Mais de comprendre aussi que ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de trouver des endroits, des espaces où on pense qu'on appartient et que notre expérience de vie a une place pour nous. Pensez-vous, et c'est une question que je vais ouvrir à tout le monde, une partie des tensions entre, on va appeler l'initiative de EDI en large, là, avec la compréhension que ça ne capture pas tout, là, et j'ai bien compris ça clairement, Hélène, mais la tension entre l'EDI et potentiellement la liberté académique, parce que je pense que c'est clair et qu'on pourrait être d'accord, là. Peut-être qu'on va y revenir plus tard, mais pensez-vous que c'est juste le résultat d'une vision différente de vue sur qu'est-ce qu'est la mission de l'université, peut-être? Julius, peut-être? Ben, en partie, je pense que ce l'est en partie. L'idée que l'université est un instrument pour redistribuer. Quand on regarde à une des choses que j'ai mentionnées tout à l'heure, l'accréditation, la fonction de l'accréditation de l'université, évidemment, en changeant notre mission, disons, pour la médecine et le droit, on pourrait faire une redistribution mineure, hein. Il y aurait un peu plus de médecins, ça c'est sûr, de telle origine ou de telle origine, mais ce serait généralement, là, et ce n'est pas comme si on ne devrait jamais faire ça, mais ce serait souvent inefficace. Il n'y a rien qui est aussi efficace que les livres et l'économie qui pourraient euh, permettre à une société à avoir un système plus égalitaire par rapport aux revenus et la propriété. Jim, une réponse à ça ou non, je vais passer. Il nous reste que quelques minutes avant les questions. Julius, je vais avoir un point avant qu'on aille à la question, là. Je veux te poser cette question. Une des choses que tu dis, et corrige-moi si je me trompe, là, et désolé à l'avance si je pousse tes boutons, là. Tu dis un des problèmes avec EDI et la culture autour de cela, et d'une certaine façon, là, oui, à 100 je suis d'accord avec toi, mais que c'est beaucoup de politiques ou de groupes d'identité qui se confrontent. Moi, je suis Canadien-Français, ma famille est ici depuis 1666, donc ça fait longtemps. Et ça vient avec une histoire, un historique, et ça moule mon identité. Toi, tu es juif. Je pense que tu es venu au monde en Pologne. Et ça aussi, ça vient avec beaucoup d'histoire et ça moule ton identité aussi. McGill avait des quotas aussi, hein, pour les Juifs là, depuis pour très, très longtemps. Ne croyez-vous pas que, bon, peut-être en deux parties. La première partie, c'est est-ce que c'est
pensable que les gens peuvent aller au-delà des identités et le groupe qui s'identifie par rapport à ces conflits. Et la deuxième partie, c'est croyez-vous que les initiatives d'EDI seraient une façon à donner accès à certains groupes à l'université, tout comme les Juifs ont eu l'accès à l'université à un moment donné lorsqu'ils ont enlevé les quotas et les Canadiens français, etc., etc. Je ne crois pas. Moi, j'ai une vue très, très négative de l'identité. Je pense évidemment qu'on ne peut pas tout savoir et que les gens se spécialisent un genre de littérature, un genre. On peut juste parler, hein, limité à quelques langues. Mais juste pour vous donner un exemple, là, c'est vrai que oui, je suis venu au monde en Pologne d'une famille juive, mais je ne suis pas juif. D'une façon consciemment, j'ai dit non, j'en ai pas besoin, je ne le suis pas. Et ce n'est pas une question de ne pas observer, c'est une question de le rejeter. Moi, je pense que les gens devraient s'éloigner d'identité. Bon, évidemment, d'une façon volontaire. Si quelqu'un veut l'avoir, évidemment, là, c'est une liberté d'association, ça n'a rien à voir. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas que l'identité soit satisfaisant pour exprimer la culture, la science ou nos pensées. Je crois euh, dans le mélange et l'idéologie des gens, des groupes qui travaillent ensemble, c'est ce qui va produire le plus une société juste. Évidemment, évidemment, nous sommes le produit de ce qu'on apprend dans notre jeunesse et nos parents, et évidemment de l'histoire. Donc, le Canada français a influencé qui tu es. Et évidemment, là, moi aussi, parce que moi, j'ai grandi au Québec en réalité. Pour moi, l'identité n'est pas négatif à 100%, mais au moins 90%. C'est quelque chose que les gens devraient essayer de s'élever au-delà. Et plus vous allez créer, ce que Joe Cock a dit, c'était quelque chose de terrible. Il a dit, le Canada est une communauté de communautés. J'aime pas ça. Moi, je pense que le Canada, c'est un endroit pour que des individus vivent ensemble sans aucun euh, je ne sais pas, l'appartenance communautaire. Tant et aussi longtemps, évidemment, qu'on ne les force pas à faire cela. Merci. J'ai mentionné cela parce que euh, j'espère que je ne vous ai pas offensé. Non, 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 pas du tout. Mais c'est sur Wikipédia. Non, j'ai pas de honte. Je ne pense pas que mes ancêtres sont pires que les autres. Moi, c'est juste que je suis croyant dans l'universalité. Donc, je n'ai pas joint d'autres groupes. Et c'est ce que tu as mentionné dans ton intro. L'universalisme. Moi, je suis catholique qui récupère moi-même. Je ne me suis pas rendu là. Donc, on va ouvrir les questions. Ah, Jim, allez-y, Jim. Moi, je vais vous suggérer un livre si vous êtes intéressé, là. Susan Neiman, Neiman, qui est philosophe américaine, et ça vient d'être publié. C'est La gauche n'est pas woke. Et le point qu'elle fait, c'est qu'on parle hein, par rapport en termes d'identité, mais le fait, c'est que tout le monde, on a des identités multiples. Martin, toi, tu es Canadien-Français, tu es professeur à l'université, peut-être que tu es un parent. On a de multiples identités, mais l'enjeu, ce n'est pas l'identité. Hein, quand j'entends parler d'identité et tout ça, le problème, c'est, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle a dit là, c'est où on prend une identité qui va dépasser tout. Et ça, le tribalisme, c'est ça le problème, c'est de faire des tribus et elle l'explique bien. Et moi, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Donc, c'est un très, très, très bon point. Peut-être qu'on va y revenir. Je sais que ça va amener des questions. Donc, je regarde avec la première question et je pense que c'est pour Jim. Parce que tu as parlé de l'Université d'Édimbourg, c'est toi, je pense. Hein? Alors, tu as mentionné que l'EDI à l'Université d'Édimbourg comme étant égalité, diversité et inclusion, et c'est correct, mais on doit noter que ce que nous avons au Canada, c'est équité, diversité et l'inclusion. Donc, la personne dit que la difficulté clé, c'est le côté équité qui doit être clarifié. Canada avait
l'équalité au travers un multiculturalisme, voyons, désolé, mais qui implique à combler des quotas. Alors, pourriez-vous répondre un peu à ce point? La différence entre équalité et équité, le but, c'est l'équité. On n'atteint pas l'équité en essayant d'avoir l'égalité pour tout le monde. Il y a différentes façons où ça peut être équité, même s'il n'y a pas d'égalité. Donc, par exemple, la définition d'Édimbourg. J'ai juste saisi quelque chose pour parler là, largement là, sur ce que EDI était, mais l'équité est le bon terme. L'égalité d'avoir tout le monde au même revenu, ou, non. Mais on pourra avoir un État équitable même s'il y a des différences. Quelqu'un a ajouté sur cela ou? Juste un petit suivi là, sur cette question, Jim, parce que tu as dit justement qu'on a tous de multiples identités. Alors, comment, comment est-ce qu'on peut refléter cela lorsqu'on apprend des choses comme des quotas? Est-ce que c'est une belle approche? Parce que beaucoup d'initiatives EDI sont basées sur des quotas. Quels groupes sont dignes d'être considérés dans l'inclusion, la diversité et l'équité? La question est dure, là, désolé. Mais l'aspiration, c'est d'avoir l'université, les gens qui sont à l'université, qui puissent refléter plus la population générale et la société. Ça sort d'une vision qu'il y a une humanité fondamentale, des droits humains que tout le monde mérite, et il y a des habilités fondamentales aussi au travers toutes sortes de groupes, etc. Donc, l'université, comme elle était au Canada en 1940, 1950, c'était des hommes blancs. Et il y avait quelque chose de mal avec ça. Tout le monde peut reconnaître. Je ne suis pas certain qu'il y ait une réponse en disant, bon, ben, ce groupe-là, non, je ne pense pas que c'est une belle direction à prendre, mais on essaie de rendre l'université plus ouverte à une variété de personnes qui historiquement ont été bloquées pour des raisons autres que leur habilité. Ils ont été éloignés parce qu'ils étaient pauvres, ils étaient dans des communautés marginalisées. Il y a plein de raisons. Et on essaie de surmonter cela. Et EDI, dans son meilleur sens, a essayé de faire ça, de dire que l'université est une place qui reflète plus la société parce que le talent est répandu au travers de la diversité des sociétés. Donc, la mission de l'université n'est pas de la redistribution, hein. Le but, c'est l'éducation et le transfert de savoir. Donc, on est mieux capable de faire cela si on amène une plus grande diversité dans notre société, dans nos travaux. Donc, de dire un segment de notre société ne devrait pas, comme ça a été l'histoire dans le passé. Donc, prochaine question de l'auditoire. Ça réfère au commentaire d'Hélène. Alors, sur les classes sociales, ça a été élevé dans nos conversations d'embauche. La question que je poserais, professeur Laberge, c'est comment évaluer l'identité de classe sociale comme équipe ou faculté? Est-ce qu'on serait prêt à avoir des questions sur cela inclus et de processus aussi? Donc, j'en ai parlé un peu plus tôt et je ne peux pas imaginer d'une application là, de dire hey, moi, je viens d'une génération de pauvreté et je suis sans abri, même si j'ai un doctorat, ça serait très inconfortable. Mais si on peut juste honorer les différentes expériences que les gens amènent à la table plutôt que de juste chercher le même statu quo de comment le succès est-il défini. Donc, si j'ai du bénévolat dans ma communauté locale pour soutenir des gens, et ça l'inclut ma grand-mère, ma mère, pourquoi est-ce que ça n'a pas une valeur comme si j'étais allé dans un autre pays pour sauver des vies parce que mes parents sont riches et peuvent m'envoyer dans ces endroits pour faire cela. Donc, ou par exemple, d'être capable de faire l'interne sans être payé hein, et d'écrire un gros Yahoo
quand quelqu'un d'autre ne pourrait jamais se permettre de faire ça. Donc, on cherche les processus plutôt que de demander à quelqu'un de s'identifier personnellement dans leur classe sociale. Et la classe moyenne aussi, peu importe ce que ça veut dire, la classe moyenne, là, ils disent qu'au Royaume-Uni, qu'ils sont la classe des travailleurs parce que là, ils ne veulent pas dire que, oh, tu as tous les avantages parce que tu es la classe moyenne. Donc, on a vraiment des classes bizarres, des choses qui se passent maintenant, mais il faut découvrir pourquoi vous disqualifiez cet étudiant ou le professeur qui peut avoir une tanière. Et pourquoi pensez-vous que ça ne tient pas ou qu'on n'élève pas cette personne qui est allée à Oxford? Et Oxford, est-ce que ça veut automatiquement dire que tu es le superstar des superstars? Je me demande par contre en termes concrets là, de comprendre, d'être ouvert, par exemple, avec les expériences du passé qui seraient dans les CV. Là. Laisse-moi reculer un peu. J'ai eu beaucoup de chaleur il y a quelques années parce que notre programme voulait mettre en place un système de points où on donnait des points aux gens basés sur la démographie. Donc, c'était évalué, là. On peut voir la couleur d'une personne. Alors, dans l'entrevue, tu n'as pas besoin de lui demander s'ils sont blancs ou noirs. Mais il y a des choses qui sont plus subtiles. Identité de genre, orientation sexuelle, parce qu'on voulait avoir quelque chose qui était plus diversifié par rapport au bassin. Là, certaines personnes d'entre nous, on disait qu'on devrait poser ce genre de questions et moi, là, je pense que c'est totalement non faisable et inacceptable pour plusieurs raisons. Imaginez, quelqu'un ne devrait pas être contrable avec l'orientation sexuelle, etc., une situation de stress. Donc, ce n'est pas de mes affaires. Comment évaluer cela pour des enjeux par rapport à la pauvreté? Est-ce que c'est au travers d'une entrevue? Comment on pose la question? Comment on documente le tout? Hein? Comment inclure ça? Je n'ai pas de réponse facile, mais je veux vous dire que si tu viens de la pauvreté et tu me poserais une entrevue, on aurait une conversation très différente que quelqu'un qui a une expérience de richesse. Et ce serait probablement une conversation formidable parce qu'on parlerait le même langage. Et tu me traiterais d'une façon différente. Pas toujours, pas toujours. Je n'essaie pas de stéréotyper là, tout le monde et de dire les gens qui ne viennent pas de la pauvreté sont méchants ou mauvais. Non. Mais ce serait différent. Mais si tu me demandes de faire des X dans des boîtes, je vais avoir de la difficulté. Et on peut regarder le silo caractéristiques sociales d'application d'université où tu peux peut-être écrire étudiant de première génération. Si tu vas pour de l'aide financière, tu vas mettre un crochet, mais ce n'est pas tous les étudiants qui sont les premiers dans la famille à aller à l'université qui étaient pauvres. Donc, il y a une présomption faite autour de ça. Donc, je n'ai pas de solution concrète à vous donner autre que ce serait formidable s'il y avait une diversité de classes sociales sur les comités d'embauche ou l'application des étudiants ou choisir la communauté, peu importe comment vous les appelez, là, qui, d'une façon organique, peut-être que ça pourrait émerger. Ça serait une belle étape là, en diversité de classes sociales. Et ça, c'est un des défis que l'EDI laisse de côté, les classes sociales. On n'a pas ce genre de diversité. Donc, il y a juste eu une poignée de main de professeurs dans mes années d'université qui parleraient, étaient prêts à parler publiquement de devenir de la pauvreté. C'est tellement caché. Et ensuite, quand on fait face à d'autres discriminations, est-ce que tu veux faire un X sur la boîte LGBTQ? Quels risques sont associés à cela et est-ce que ça vaut le risque? Donc, désolé que c'est compliqué, évidemment, là. Mais plus on en parle, par contre, plus on peut arriver avec des solutions concrètes qui ne vont pas causer une blessure à long terme et à court terme. Encore une fois, c'est une question, je vais changer de vitesse avec une autre question de l'auditoire. Quelqu'un qui demande les plus grandes menaces à la liberté académique et l'institution viennent des professeurs et des étudiants et de la faculté. Pourriez-vous être d'accord que nous, en tant qu'administrateurs, c'est son terme, ce n'est pas le mien, seriez-vous d'accord que les administrateurs faibles pourraient utiliser un veto à
trop réagir sur les menaces et qui ont vraiment augmenté les problèmes. Alors, c'est une question à tout le monde. Ben, je vais commencer. L'université maintenant a des administrateurs professionnels dans bien des cas, plutôt dans les temps où c'était plus des académiciens, là. Euh, et les administrateurs professionnels en affaires, ils sont très prudents, ils ont peur. En plus, on a des commanditaires aussi, et les commanditaires pour la recherche. Euh, donc, on a vu l'exemple de l'Université à Toronto, hein. C'était une menace claire de retirer les fonds si une personne qui était anti-Israël aurait été embauchée. Bien, on peut voir un problème si un groupe d'étudiants commence à contester une certaine recherche en disant ils ont un professeur raciste. Et avec des politiques racistes. Eh bien, l'université, les administrateurs sont habituellement ne veulent pas se tenir debout quand ces choses arrivent, quand les menaces arrivent. Donc, un des problèmes d'avoir des groupes identitaires, c'est que ce sont les tactiques qu'ils vont utiliser, des démonstrations, ils vont écrire aux commanditaires et ils vont faire la foule, ils vont faire du piquenage pour euh, tout simplement pour leur cause préférée. Et l'administration d'université n'ont pas la tendance de se tenir debout et de dire non. Jim? Eh bien, bon, le premier commentaire, c'est un peu sur ce que Julius dit. Les gens vont démontrer, ils vont protester. Ça fait partie de la libre expression. Alors, ils ont le droit de faire ça. Mais je suis en désaccord avec les prémices de la question, c'est que les menaces viennent des étudiants et de la faculté. Beaucoup des menaces viennent de l'intérieur, mais l'exemple que j'ai donné, c'était un exemple qui venait de l'intérieur, mais ce qui est arrivé avec Valentina à Toronto, c'était une menace extérieure. Donc, ça vient de différentes sources, mais la volonté de l'administration de se tenir debout, peu importe d'où les menaces viennent, c'est pas constant. Il y a des universités où il y a une tradition de cela. Moi, je me souviens d'être dans une conférence avec un vice-président de McGill il y a une décennie à peu près. Et on parlait de liberté académique et la pression que les donateurs mettent. Et elle a dit, eh bien, parfois, je dois dire à un donateur, eh bien, on va vous donner 10 millions de dollars en autant que vous faisiez X, Y, Z. Je dis non. Il y a des fois où tu dois dire non. Et il y en a d'autres qui ont des pressions du comité, tout ça, donc une tradition où ils ne feront pas cela. Et sans aucun doute, la baisse de subventions pour les universités publiques, évidemment, fait que les administrateurs seniors moins prêts à dire non à des dons et de différentes sortes d'associations ou de collaborations avec des compagnies où il y a des ficelles attachées. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe. Moi, je n'ai pas vu de modèle en réalité, là, de schéma que tous les administrateurs seniors sont tous faibles ou tous forts. Moi, je promouvais le fait que plusieurs étaient faibles, mais il y en avait qui étaient euh, très, très prêts à défendre l'académie. Parfois, j'aurais aimé que les facultés étaient aussi bonnes que l'administration, mais de l'autre côté, c'était totalement l'opposé, là. On est dans une circonstance quand même assez difficile avec la sous-subvention de l'université, le manque d'engagement politique et ça amène un sentiment de vulnérabilité, évidemment, et une possibilité que l'administration, oui, vont céder aux demandes de parents, d'étudiants ou de fondateurs ou les anciens ou peu importe, malheureusement. Julius, l'année passée, si je ne me trompe pas, tu as écrit un document sur ça, hein, l'enjeu de l'argent et l'université. Peut-être un commentaire sur ça par rapport au comment. Bien,
j'ai dit pas mal ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est le néolibéralisme a été là pour la réduction de subventions, ont rendu les universités vulnérables. Et le résultat, c'est qu'on ne peut plus se tenir debout à la pression. Mais évidemment, j'ai toujours gardé la même solution idéaliste, c'est de diluer les groupes, hein, de décourager un enjeu et tout ça. On peut pas forcer ça dans toutes les sociétés comme Jim. La démonstration, c'est un droit, le droit de protester. On ne peut pas leur dire de ne pas protester. Mais je pense que beaucoup de ce problème dans les universités vient du fait qu'il y a une grande compétition pour très peu de fonds. Et les gens agissent en accord et essaient d'aller chercher le plus de parties de la tarte selon leur propre intérêt, hein. C'est l'histoire de comment on divise les profits, les capitales et le travail, comment on divise tout quand il y a des groupes qui compétitionnent. Puis nous, on est arrivé dans une situation très triste où on perd de vue la liberté académique afin d'accommoder des groupes. Je ne crois pas qu'il va y avoir un changement ou ça va aller dans une autre direction qui va éliminer le problème dans son entier ou il n'y a rien qui pourrait éliminer le problème. Et une atteinte de le faire pourrait probablement amener d'autres problèmes sur démonstration de liberté ou la liberté d'association. Mais je pense que l'université doit bouger vers une plus grande universalité et moins s'accrocher aux groupes identitaires et aux groupes d'intérêt. Prochaine question, merci. Je ne me souviens pas qui a dit, mais quelqu'un a parlé des trigger warnings, hein, des avertissements déclencheurs. Là. Donc, quelle est votre position sur les safe spaces à l'université? Y a-t-il quelque chose comme le droit de ne pas être offensé? Jim, tu es sur mute. Oui, oui. Moi, j'ai de grosses émotions par rapport à cela. Il n'y a aucun droit dans toute société démocratique de ne pas être offensé. La nature d'un discours public rend une démocratie possible, veut dire que tout le monde peut participer dans ce discours et par définition, les choses que quelqu'un va dire peut offenser quelqu'un d'autre. Donc, impossible. Mais à l'université, il y a un endroit pour un espace sécuritaire. Même l'université elle-même ne peut pas être une place sécuritaire. Donc, on a différents clubs ou des clubs religieux où les gens d'une même religion ou d'une même ethnicité peuvent se rassembler. Ça peut être vu comme un espace libre, comme des catholiques qui peuvent parler ensemble et se sentir confortables. Et je pense que oui, c'est approprié pour que des universités rendent des places disponibles où les gens peuvent se rassembler et parler. Parfois, les dortoirs d'étudiants, ce genre de place. Mais l'université elle-même ne peut jamais être un espace sécuritaire. On ne pourra jamais dire qu'on ne peut pas parler de ce genre-là, on va offenser quelqu'un. La diversité de notre société, il n'y a pas une idée, je pense, qui offenserait pas quelqu'un. Donc, sinon, l'université serait totalement inutile et on ne peut pas faire avancer la connaissance si on avait ce genre de notions. Et euh, ces trigger warnings, hein, c'est des avertissements de choses qui peuvent déclencher des émotions. Donc, on ne veut pas que les étudiants soient traumatisés là, pour une sorte de littérature ou quoi que ce soit, mais la difficulté, j'ai mentionné hein, l'association américaine il y a une décennie là, qui a écrit quelque chose sur pourquoi c'est un problème, les trigger warnings. Hein. Allez voir, je vous encourage et écrivez trigger warnings ou des avertissements contre des déclencheurs. Alors, ce qui déclencherait quelque chose, il y a des possibilités infinies. Si j'étais quelqu'un qui aurait été assailli par quelqu'un avec une chemise rouge, et là, je verrais quelqu'un avec une chemise rouge pourrait déclencher quelque chose. Si je dis, tu vas lire ce roman et en le lisant, tu vas avoir une scène de viol ou de violence, ça, évidemment, là, ça va colorer la façon que tu vas lire. Et si tu penses qu'il y a quelque chose qui va déclencher, ne le lis pas. Eh bien, ce roman est dans ton curriculum. C'est parce qu'il est important de réduire le roman à juste un élément
Eh bien, si les gens ont des problèmes sérieux, et il y a des gens qui sont traumatisés, oui, je le sais, mais il y a des services de santé dans l'université et on ne veut pas absolument là, de rendre les classes universitaires en thérapie. Là. On ne veut pas on ne veut pas choquer nos étudiants d'une façon si volontaire, mais quand même, on ne peut pas créer un environnement non plus où on distorsionne le but de l'éducation afin d'éviter. Là. On doit avoir besoin de services mentaux meilleurs et des services en réalité, là, plutôt que de rendre chaque membre de la faculté là, en sécurité ou de gérer les traumatismes en classe. Hélène, Julius, peut-être répondre à cette question ou? Oui, oui, oui. Peut-être c'est à cause de mon âge, mais moi, j'ai des difficultés avec les espaces sécuritaires et les avertissements de déclencheurs. Moi, j'ai expérimenté dans une classe de psychologie. J'étais au collège et ils ont dit, vous n'êtes pas obligé de venir au prochain cours parce qu'on va passer un film que peut-être pourrait vous déranger. Je ne comprenais pas parce que moi, ils ne me connaissaient pas et moi, je me dis, de toute façon, j'ai beaucoup de dettes pour être ici. J'ai plein de jobs pour survivre. Alors, je ne vais pas rater l'opportunité. Là. Et c'était le syndrome de l'alcool chez le fœtus. Donc, ils ont présumé quelque chose de bizarre, mais je suis allé et oui, ça m'a perturbé et ça devrait me perturber, mais j'ai appris. Imaginez si je ne pouvais pas apprendre sur le sexisme parce que j'ai expérimenté le sexisme au travail. Mais si j'apprends sur cela, et si j'avais eu la connaissance et l'éducation, j'aurais été capable d'en parler au travail où c'était tellement évident. Moi, je m'attends à être choqué, à déranger. Je ne pense pas que c'est OK quand les professeurs font exprès pour faire des généralisations tellement larges, et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples là, qui sont un problème, mais moi, je suis ici pour apprendre, je suis ici pour être défié, et quand je vais trouver un emploi, ils ne vont pas dire avertissement de déclencheur, rentre pas au travail aujourd'hui ou Hélène, il va y avoir un espace de sécurité qui va être créé quand tu fais ton emploi. Non, moi, je veux que l'université me prépare mieux pour lorsque je serai sur l'espace de travail, pour avoir le langage et les théories et les différentes opinions et les différentes idées pour être capable de m'engager avec ce qui est lourd et difficile. Julius, est-ce qu'il y a un droit à ne pas être offensé? Non. Et c'est la réponse du dossier Ward. C'est une des choses les plus importantes. La Cour suprême, elle a dit qu'il n'y a pas de droit à ne pas être offensé. Mais quand on parle d'espace sécuritaire, l'université ne devrait pas être attaquée sur un campus et aucun danger physique. Et je suis d'accord avec Jim que les gens peuvent avoir un club privé s'ils veulent rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes qu'eux ont. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein? Mais je pense qu'il n'y a pas de place sécuritaire intellectuelle. Il n'y a pas de place où quelqu'un ne peut pas se lever pour dire quelque chose qui serait offensant à d'autres personnes. Et moi, je me souviens, j'étais dans une classe de russe et la personne a levé sa main et elle a dit qu'elle sympathisait avec les nazis. Euh, j'ai pensé que c'était absolument odieux, mais je ne suis pas allé à la maison en pleurant, là. Elle peut penser ce qu'elle veut penser, là. Mais la notion d'un espace sécuritaire intellectuel, c'est antithétique à l'université. Donc, sécurité physique, oui. Toute autre sécurité, non. Et les avertissements de déclenchement d'émotions ne sont pas nécessaires. Hein. Quand tu étudies quelque chose, hein, surtout là, à la science sociale, nécessairement, il va y avoir de la controverse. Mais pensez-y un instant, là. Est-ce qu'un professeur de biologie devrait dire avertissement de déclencheur, là, on va parler de création demain, là. Donc, c'est un bel exemple et sur cette note, on va terminer malheureusement. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Jim, je sais que tu as un autre rendez-vous, donc tu vas devoir nous quitter. La seule chose qui me reste à faire, c'est de vous remercier tout le monde
d'avoir été avec nous et de passer l'après-midi avec nous, changer vos pensées. J'espère qu'on va faire quelque chose de semblable l'année prochaine, peut-être, Jim, avec des questions un peu plus spécifiques pour être plus focalisé. Donc,